premier jour et on a déjà marché sur le feu, mais on fait quoi après? On saute d'une falaise sans filet? Comment ça se passe? On entend de plus en plus souvent que la réussite n'est pas uniquement liée à l'argent que l'on possède, à la voiture que l'on possède ou même la maison que l'on possède. Malgré ça, je constate que la majorité des interviews qui portent sur le thème de la réussite sont faites sur des personnes qui ont une réussite financière forte. J'ai la chance d'être inspiré par les émotions que mes interlocuteurs dégagent lorsqu'ils parlent de leur métier, leur passion, leur famille, et ce dont ils sont le plus fiers, sans forcément passer par leur statut social. Je veux donc partager avec vous leur vision de ce qu'est pour eux la réelle réussite. Salut Diane, ça fait Salut plaisir de Benoît. te voir. Et moi aussi. Bon, on se connaît depuis maintenant quelques semaines, quelques mois. On s'est Ouais. rencontrés pendant une formation en web marketing, coaching, etc. Et puis, je vais te laisser te présenter puisque je pense que ça va intéresser un paquet de monde de savoir qui tu es si les gens ne te connaissent pas déjà. J'imagine. Écoute, merci beaucoup déjà pour cette opportunité avec toi de faire cette interview. C'est la première que je donne, donc ça va être cool. Je suis un peu Ouais, excitée et curieuse à la fois. Tu vois, je me dis qu'est-ce que je vais bien raconter comme connerie. ouais. Donc du coup, moi, je suis love coach. J'accompagne les femmes à créer la vie amoureuse de leurs rêves. Parce que si tu veux, à force de coacher, ça fait donc 20 ans que j'ai fait du développement personnel, 15 ans que je reçois, et j'ai quand même remarqué un truc, c'est que l'amour, c'est quand même un sujet un peu prépondérant dans la vie de tout le monde. Bon, des femmes, évidemment, plus particulièrement, mais voilà, c'est quand même un sujet important. Et quand on est heureux et épanoui en amour, il s'avère que le reste fonctionne plutôt pas mal après. Donc, voilà. Ouais. Ouais, justement, j'adore ton parcours. Qu'est-ce qui t'a amené ici en termes pro et en termes plus émotionnels, si je peux le dire comme ça? Alors, euh, pour tout te dire, pour le commencement, c'était, je devais avoir 15 ans et j'ai lu L'Alchimiste de Paulo Coelho. Ah, Et ça a été un premier gros déclic pour moi, en fait, un énorme déclic. Si tu veux, cette lecture m'a permis de comprendre qu'il y avait beaucoup plus que ce que les yeux seuls pouvaient voir, tu vois. Qu'il y avait j'ai trouvé tout d'un coup du sens à ma vie. J'ai senti qu'il y avait du sens derrière de la raison pour laquelle on était là, quoi, qu'on pouvait en ouais. donner en tout cas. Et ça a été une première grosse claque, une première grosse prise de conscience. Et à partir de là, j'ai été un peu dans une recherche. Alors, j'ai été, je pense, pas mal torturée quand même les 3 premières années après ce livre. Parce qu'à 15 ans, je plains ma mère. Je me dis, mon Dieu, quelle sainte de m'avoir écoutée comme ça, poser des questions. Mais maman, mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais pourquoi? Tu vois? Donc, je pense qu'elle a dû se dire, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai créé un monstre, tu vois? Et de mes 15 à 18 ans, je me suis vraiment vachement posé de questions. Et puis, euh, et puis voilà, j'adorais la philosophie, j'adorais philosopher avec mes potes, Hmm. refaire le monde jusqu'à pas d'heure. Mais voilà, j'adorais tout ça, mais je voyais bien que j'étais que j'étais un peu bloquée pour pas mal de choses dans ma vie et j'avais cette espèce de conscience que j'avais du potentiel comme tout le monde et qu'il fallait absolument que j'aille le chercher et j'aille le mettre en avant ce potentiel. Je sentais que si je restais telle que j'étais, j'allais pas forcément vivre la vie de la meilleure des façons. Je n'allais pas être heureuse comme j'en avais vraiment l'envie et le pressentiment, si tu veux, l'intuition. Donc, je suis partie vivre 3 ans aux États-Unis. Et puis, juste avant de revenir en France, parce que j'avais fait mon tout petit tour, j'en avais marre, la France me manquait, la culture, les amis, tout ça, ça me manquait. Mais on a décidé de se faire avec ma mère, qui elle vivait aux États-Unis, un stage avec Anthony Robbins, que Rien que beaucoup ça. d'entre vous, j'imagine, connaissent. Donc, on s'est fait le stage Unleash the Power Within, quelque chose comme ça, enfin un truc sur, je ne me rappelle Ouais. plus comment ça s'appelle. Et grosso modo, là, genre le premier ou le deuxième jour de ce stage de 4 jours, tu marches sur les braises. Donc Ah, déjà, c'est le fameux, ouais, le fameux. Ouais. ça te pose déjà les bases. Tu vois, tu dis c'est que le premier jour, et on a déjà marché sur le feu, mais on fait quoi après? On saute d'une falaise sans filet? Comment ça se passe? Donc c'est vraiment une super expérience pour nous. Je me rappelle encore de ma mère, tu sais, qui parlait l'anglais un peu comme une vache espagnole. C'est encore le cas d'ailleurs aujourd'hui. Ça ne l'a pas empêché de refaire sa vie aux États-Unis. D'ailleurs, comme quoi les limites, c'est vraiment dans la tête. Ouais. Et elle avait son bandana blanc, tu sais, elle s'était mis son bandana blanc là, comme Rambo. Et, et, euh, et elle était devant, comme ça, tu vois, devant le parcours de braise bouillante. Et en fait, Tony Robbins nous avait donné un mot, tu sais, pour pouvoir justement marcher sur les braises Ouais, ouais.
après s'être voilà, bien reprogrammé. Conditionné, ouais. Exactement. Et du coup, la phrase, le mot qu'il fallait dire, c'était cool moss pour mousse fraîche, tu vois, comme si je marche sur une mousse fraîche. D'accord. Et comme ma mère avait compris qu'à moitié le truc, elle disait cool boss, donc patron sympa. Donc elle disait cool boss, comme ça, elle marche sur sa tête. C'était tellement génial. Donc voilà, donc j'ai comme ça, tu vois, des souvenirs assez puissants, évidemment, tu vois, de Ouais. grosso modo, notre seule limite, c'est nous. Ouais. Et tu vois, juste après, on est revenu de Dallas et j'ai dû vendre ma bagnole en catastrophe et reprendre l'avion pour Paris. Donc, je suis arrivée à Paris fraîche de cette expérience en me disant, mais voilà, mais de quoi il se sert comme outil ce mec, etc. Et donc, j'ai compris qu'il avait utilisé la PNL, etc. Et c'est comme ça que je me suis dit, PNL, ça me parle ce truc. Et voilà, à 22 ans, j'ai commencé mes études de PNL que j'ai fait sur 2 ans dans une bonne école parce que je ne l'ai pas fait dans une pochette surprise comme beaucoup en un mois. Donc ça, c'est juste un mythe. Et donc, du coup, à la fin, voilà, pour mon mémoire, j'étais contente. J'étais maître praticienne en PNL à 23, 24 ans, quelque chose comme ça. Et ça a été, voilà, ça a été le début d'une passion, quoi, finalement. J'ai après continué à enchaîner, tout en faisant mes boulots en parallèle, bien sûr, mais j'ai enchaîné avec l'énéagramme, avec le rebirth, la respiration consciente, le décodage émotionnel, le FT. Enfin, il y a plein de trucs qui m'ont voilà, passionné toujours dans ce domaine. Ouais, c'est une vraie passion en fait. C'est Ah une oui, vraie oui, c'est passion. C'est dévorante, là. en fait. Ouais. Complètement. Ok. C'est une envie d'évoluer, de se dépasser tout le temps, en fait. Je ne trouve de sens à ma vie que s'il y a un dépassement de moi. Sinon, je ne vois pas trop ce que je fais là. Ouais. Tu m'as dit justement que tu faisais le love coach, le love coaching pour les femmes. C'est quoi en fait pourquoi les femmes viennent te voir? Quel est ton message qui les attire en fait réellement? Alors, je pense que ce qui me différencie un peu dans ma façon d'approcher, tu vois, le love coaching ou le coaching en général, c'est que je suis pas sur des, tu vois, je suis pas sur des conseils qu'on peut trouver sur des sites qui sont super, hein, au demeurant, mais tu vois, où ils disent, alors, il faut que vous, quand vous arrivez à votre première date, alors vous regardez bien dans les yeux, hein, et puis alors, vous tenez droite, hein, et puis alors, vous marchez comme ça, hein, mais parce que vous savez ce que vous valez. Mais tu vois, il y a une fondamentale différence entre appliquer des trucs Ouais. qui ne sont pas intégrés, tu vois, dans ton cœur, dans tes tripes, qui sont pas, mais desquels tu n'es pas persuadé finalement, tu vois. C'est un peu jouer un jeu, c'est bien, mais c'est compliqué, c'est un peu casse-gueule et ça peut ne pas apporter les résultats à long terme dont on a vraiment envie. Donc, ce que Ouais. les femmes viennent chercher chez moi, c'est, on va dire, une vraie profonde refonte intérieure des croyances limitantes, des bugs, des traumatismes, de tout ce qui concerne leur passé et leur vision et leur ressenti qui aujourd'hui les empêche d'être plus confiantes, tu vois, en elles-mêmes, en leur vie amoureuse et de mieux du coup se positionner par rapport à leur vie amoureuse, par rapport aux hommes ou aux femmes d'ailleurs qu'elles rencontrent. Et voilà, donc c'est vraiment profondément guérir ce qui les empêche aujourd'hui d'être plus heureuses en amour. Ouais. Ouais, ça me parle beaucoup. En fait, finalement, c'est bien la différence entre une formation et une transformation, je trouve. Absolument. Ouais. Absolument. C'est qu'il y a ce côté, je joue la personne je joue la séduction et je vis la séduction, Exactement. quelque part. Ouais, ok, super. Euh, euh, selon toi, ma vision des choses, c'est que chacun a sa vision de la réussite. Ouais. On a tendance à tous, et on en a parlé juste avant, on a tendance à dire oui, et ça commence à être connu, la réussite, chacun a sa vision de la réussite, c'est pas forcément l'argent, tout ça. Malgré tout, on voit énormément d'interviews, de choses comme ça, de gens, on met la réussite de toute façon face à l'argent. Aujourd'hui, je ne crois pas que tu sois millionnaire. Absolument pas. Et pourtant, moi, je vois en toi beaucoup de réussite. Et j'aimerais justement avoir ton point de vue là-dessus. Est-ce que toi, quelle est ta vision de la réussite et en quoi toi tu réussis? Je te remercie de poser cette question parce qu'en effet, c'est hyper pertinent. Et parmi moi, ce qui a été très pertinent pour moi dans mon développement personnel et du coup, ce que je propose aussi à mes clientes, c'est de redéfinir tous ces concepts dans lesquels on se prend tous les pieds dans le tapis à un moment donné à un autre, que ce soit l'amour, la réussite, la liberté, le respect, tous ces trucs finalement que l'on ne définit pas clairement, précisément, et qui du coup nous foutent un bordel dans nos vies et source de souffrance. Ouais. Donc on est complètement d'accord, c'est hyper important de définir ces concepts-là pour chacun et de les rendre voilà, pérennes, quoi, tu vois, d'en faire quelque chose des belles valeurs. Donc pour moi, la réussite, c'est le plaisir simple de de me sentir heureuse à chaque instant, de percevoir l'abondance, la grandeur et l'amour en chaque chose. Pour moi, ça, c'est une réussite fondamentale et c'est le socle de ma vie, en fait. Super. C'est génial. Ça me parle beaucoup.
De tout ton parcours, dans toute ta vie, de quoi es-tu la plus fière? Je pense que ce dont je suis la plus fière, c'est décidément mon développement personnel. Finalement, c'est la personne que je deviens, que je suis devenue. Ce dont je suis le plus fière, c'est que tu vois, je me rappelle encore quand j'avais 16-17 ans, que j'étais assez malheureuse, très en colère. Et de ressentir aujourd'hui à quel point, quelles que soient les émotions que je traverse, parce qu'évidemment, le sujet n'est pas de devenir un espèce de sage qui ne ressent plus rien et qui se terre dans une grotte, c'est pas du tout le sujet, mais c'est de pouvoir traverser toutes les vicissitudes de la vie avec toujours ancré en moi cette profonde certitude et ce profond ressenti de tranquillité, de bien-être et de joie profonde. Tu vois, je peux être en train de pleurer et je ressens cette joie finalement chevillée à mon corps, chevillée à mon âme, si je puis m'exprimer Ouais, ainsi. Et vraiment, ça, c'est une grande réussite et c'est ce dont je suis plus fière. ouais. Ça, c'est passionnant. J'adore se poser cette question parce que, surtout en ce moment, donc s'il y en a qui voient cette vidéo un peu plus tard, on est en plein Covid-19, on est tous confinés. Et en fait, ce qui en ressort, ce qu'il faut, et on est tous dans ce cas-là, c'est que nos plus grandes fiertés sont aussi dans les moments les plus difficiles. Là, tu partageais les moments qui étaient très difficiles plus jeunes. Et finalement, on est tous très fiers de ce qu'on a réussi à faire dans les moments les plus confrontants. Donc, Absolument. il faut, quand on se retrouve dans un moment confrontant, il faut aussi se dire que finalement, c'est ce qui va faire de nous notre plus grande fierté. Et ça nous permet d'accueillir beaucoup plus facilement pour être euh, plus soft, parce qu'on va y venir, mais je sais que ce qui fait que Diane et moi, ce que toi et moi a fait qu'on se rapproche pas mal, c'est que on peut être assez virulent face à dans certains domaines, sur certains points, et notamment, par exemple, pour ma part, c'est la responsabilité. Et justement, bah, ça fait une belle transition. Si tu avais un message fort à faire passer, s'il y avait une bêtise que tu aimerais que les gens arrêtent de faire, d'acheter ce fameux bullshit dont on peut parler, ce serait quoi? Qu'est-ce qui serait ce bullshit qu'il faudrait que les gens arrêtent de se raconter, quoi? Bah, écoute, pour le coup, je vais rebondir sur les deux dernières choses que tu viens de nous partager. Je dirais que le bullshit essentiel qu'il ne faut pas se raconter, c'est que tout ce qui nous arrive dans notre vie, même ce qui nous paraît sur l'instant le plus confrontant, le plus challengeant, le plus merdique, hein, tu vois, et ben ce sont de merveilleuses opportunités pour se dépasser, pour devenir encore plus résilient, devenir encore plus grand, devenir encore plus responsable, devenir encore plus fort, quoi, finalement. Et donc, le bullshit qu'il ne faut pas se raconter, c'est de se dire ah mais je vais pas y arriver, ah mais c'est horrible, mais pourquoi moi, non, tu vois, non, il faut arrêter avec ça, tu vois, ou alors si on se le fait 10 minutes, ah, voilà, on se fait un kiff, moi, tu pleures, tu te mets dans le miroir, tu vois, comme ça, et puis ensuite quand c'est fait tu dis bon maintenant qu'est-ce qu'on fait, tu vois. On a le droit de tout faire, C'est finalement, ça, tout. ouais, Et la oui, question, c'est combien de complètement. temps il reste. Donc, on peut mettre le chronomètre, on dit, allez, je me laisse 10 minutes pour chialer. Et puis ensuite, je prends le taureau par les cornes et je me dis, qu'est-ce que je peux faire de cette expérience? Et let's go, baby, quoi, tu vois. Ouais, super. Ouais, génial. Bah, ça rejoint vraiment, ça me parle vraiment. Ça rejoint vraiment ce que je pense. Et donc là, on va revenir un peu sur sur tes clients. Donc toi, tu es love coach. J'ai envie de dire, rajouter le love coach punchy, voire Oui, c'est piquant. ça pique. Euh, On aime bien hein? ça, ouais. On aime bien quand ça pique, ouais. Ouais, exactement. Et en fait, si tu avais, donc pour les femmes hein, en particulier, qui veulent les relations de leur rêve, la relation amoureuse de leur rêve, si tu avais peut-être, je sais pas, 2, 3, 4 points, 4 conseils comme ça, rapides, que tu pourrais donner aux personnes qui nous regardent là et qui sont dans ce cas-là, quels seraient-ils? Alors, le premier, ça serait en effet qu'elles prennent conscience que il y a des schémas répétitifs dans la façon dont elles ont vécu leur vie amoureuse jusqu'à maintenant, qu'elles le perçoivent ou qu'elles ne le perçoivent pas. Il y a souvent un schéma répétitif qui prend des formes différentes, mais le fond, c'est la même chose en fait. Donc, en effet, on peut déjà en fait changer sa vie amoureuse profondément en changeant soi, sa perception et ce qu'on a vécu et la façon dont on a de le vivre. Donc, en fait, déjà, la première chose, c'est que tout le pouvoir, tout votre bonheur amoureux repose sur vous, mesdames. Donc ça, c'est juste génial, c'est une super bonne nouvelle. Ça veut dire que vous êtes victime de rien si vous décidez d'arrêter d'être victime de quoi que ce soit. La deuxième chose, c'est
arrêté de croire que, vous savez, cet état d'amour, là, ces papillons dans le ventre, ce qu'on appelle le zazazou, là, tu sais, dans Sex and the City, ils appellent ça zazazou, je me rappelle, c'est un vieux truc qui me reste, pour celle de ma génération. Bon, et donc, du coup, cette espèce, parce qu'on en parlait hier avec une cliente, donc du coup, j'en profite. Et en fait, certaines s'attendent à ressentir toujours cette même passion, cette même amour tout au long de leur amour avec quelqu'un. Mais oh my god, la pression de ouf que vous mettez et sortons de la vision bisounours et Walt Disney de l'amour en fait. C'est hyper casse-gueule et pareil, là aussi on se fait souffrir comme des folles. Ça sert à rien en fait. La vie, c'est quand on rencontre quelqu'un, évidemment, il y a cette phase où on est amoureux, mais c'est une phase que j'appelle finalement un peu névrotique. C'est une phase où la dopamine est au plafond dans notre cerveau. Et donc, du coup, on voit que les bons compter. Ah là là, Mimi, merveilleux, c'est l'homme de ma vie, quoi, tu vois. Et puis tout d'un coup, quand la dopamine redescend et que la névrose redescend un peu, on fait bon, bah, en fait, il est normal, il est comme tout le monde, il y a des défauts et des qualités, quoi. C'est ça. Ouais. Et c'est là que l'amour commence, en fait. C'est là que l'amour commence. C'est quand on commence à comprendre que l'amour, c'est une décision. C'est tous les matins décider d'aimer la personne qu'on a choisie, en fait. Et de l'aimer dans son package complet, quoi. C'est-à-dire que oui, bien sûr, il ou elle a des choses qu'on préfère, d'autres qu'on aime moins, mais en même temps, ces choses qu'on aime moins ne seraient pas là s'il n'y avait pas les choses qu'on préfère. Parce que c'est toujours finalement les faces d'une même pièce. Donc, prendre l'autre dans son intégralité, même dans ses bugs et dans les trucs qui nous gonflent, bah, c'est justement l'aimer, l'accepter comme il est. Et c'est tellement plus agréable de vivre l'amour comme ça, quoi. De vivre l'amour, voilà. Je pense que je m'arrêtais à 2 parce que finalement, c'est déjà 2 où il faut l'intégrer. Hein, voilà. Oui, et puis moi, je suis partisan du simple mais efficace. Et effectivement, si déjà il y a ces 2 points-là, et ça rejoint finalement aussi, ça fait un parallèle, l'autre et soi-même. Donc, moi qui bosse beaucoup sur la confiance en soi, j'adore dire à mes clients que finalement, le but, c'est déjà de se connaître, de se connaître à fond, parce que sinon, on ne peut pas s'aimer. Parce que sinon, c'est du fantasme. Et c'est un peu ce que tu dis là, de la première phase, c'est du fantasme de pas, tu connais pas l'autre, donc tu te dis, oh, ouais, c'est quelqu'un de génial, parce que t'as pas tout vu. Et le deuxième point qui me parle aussi énormément, c'est qu'une cliente m'a partagé, enfin, c'est en faisant un exercice de PNL, elle a sorti ça, j'ai trouvé ça exceptionnel. Elle a dit, mais en fait, l'autre est un bonus. Ouais, exactement. J'ai adoré ça. J'ai adoré ça parce que ça, finalement, en un mot, elle avait réussi à dire ce que j'avais dit moi en une phrase ou 2 phrases. Et quand tu arrives à comprendre que, ouais, c'est OK et c'est juste un bonus, moi, je m'aime déjà moi, donc je choisis tous les jours. Et ça me parle vraiment. Et OK, merci. Merci pour ça. Merci à toi, mais c'est clair. Est-ce que tu as des personnes qui t'inspirent ou qui peut-être te guident un peu, un mentor, quelque chose, ou des mentors? Ouais. Absolument. Alors, j'ai déjà une mentor proche que j'ai au téléphone assez régulièrement quand je passe par moi aussi par des périodes de tumulte intérieur parce qu'on est censé s'en travailler sur soi. Ça, c'est hyper important. Et je pense qu'en tant que coach et thérapeute, on a tout intérêt à continuer à travailler sur nous pour toujours être au top de notre art, entre guillemets, et pour mieux grandir et du coup tirer avec nous, faire grandir avec nous un maximum de monde. Donc oui, j'ai une mentor qui pour moi est un génie de l'inconscient humain, j'ai envie de dire une des rares qui a vraiment toujours su me répondre parce que je suis assez exigeante, assez passionnée comme tu vois, d'aucuns diraient un peu nucléaire des fois. Et donc du coup j'avais besoin de quelqu'un de sacrément costaud en face de moi pour passer un certain cap, pour continuer à me faire grandir et à me faire penser. Et pour le coup j'ai trouvé en cette femme qui est ma formatrice, qui était ma formatrice en décodage émotionnel et en respiration consciente, qui pour moi est une femme absolument exceptionnelle et j'espère aussi une amie du coup. Donc voilà, ça c'est mon mentor, on va dire, concret, toujours. Après, des gens que j'admire, il y a des gens comme Byron Katie, par exemple, que je trouve exceptionnelle par la douceur et la puissance de ce qu'elle propose dans son travail, et qui est un travail de responsabilisation, hein, finalement, c'est toujours la même histoire. Et donc ça, j'aime beaucoup aussi cette femme. Génial. Super. Bon, en plus, ça répond à mon autre question qui était « Pour quelle raison ?» Tu as déjà répondu, donc c'est très bien. Ok, c'est quoi la suite pour toi? Disons, dans 5 ans, on refait la même interview. Tu me diras quoi? Je fais quoi? Je suis où? Écoute,
je vais te révéler quelque chose. Hein. Waouh, tu vois, je vais te révéler quelque chose parce que j'ai l'impression qu'on est que tous les deux alors que c'est pas vraiment vrai en fait. C'est ça. C'est touchy comme situation. Ouais, en fait, c'est le truc casse-gueule, le fait de faire ça avec un ami, tu vois, c'est que du coup, tu fais, C'est ouais, ça. on s'en fout, et puis après, les gens qui le regardent, tu fais, ah ouais, merde, quand même. Ouais. Bon, donc du coup, bah, dans 5 ans, l'idée, c'est que j'ai, entre guillemets, une activité de coaching qui permette de toucher, d'impacter un maximum de femmes, et peut-être même à terme de couple, parce que j'aime aussi cette dynamique de couple qui est tellement révélatrice justement du travail qu'on a à faire sur nous. Et puis j'ai cette envie aussi, quelque chose qui me dure le plus longtemps, tu vois, d'écrire des pièces de théâtre, des sketchs, ce genre de choses, pour pouvoir justement mettre en lumière tout ce qui fait tellement rire dans le développement personnel et tout ce qui nous fait rire de nous. Moi, j'adore rire de moi. Je trouve que le développement personnel, c'est juste génial parce que ce sont des gens qui sont capables. Tous ceux qui font du développement personnel sont a priori des frères et sœurs d'armes pour moi parce que sans remettre en question, c'est rock'n'roll des fois. On se prend des grosses claques et on va dire que l'ego, on prend un coup sur la carafe et c'est super. Mais du coup, il faut savoir rire de soi, c'est très important pour prendre du recul. Moi, j'aime beaucoup rire, c'est très important pour moi. Et donc, du coup, voilà, écrire des scénettes, des pièces, etc., qui nous permettent de rire de nous et de nos bugs. Souvent, dans mes séances, on finit toujours à un moment donné par rire comme des baleines parce que je ne peux pas m'empêcher de faire un sketch pour représenter ce qui est en train de se passer pour l'autre. Et c'est souvent assez parlant, finalement, l'humour. Ouais, c'est génial. C'est génial. Et on en parlait justement par rapport à ce qu'on va faire avec Louise, de rendre le développement personnel un peu moins sérieux, en fait. Et ça me plaît beaucoup parce que, bon, on le sait en plus que, l'apprentissage par le plaisir, par la joie est beaucoup plus simple. Et je pense qu'il manque ça. Donc, ok, génial. Beau projet. Ok. On va faire un exercice. On va dire que tu es une dictatrice. J'adore. Voilà. Mais tu dictatures tout le monde. Le monde entier. Et tu fais une émission télé, justement, devant tout le monde. Et tu as un mot, un message énorme à faire passer. C'est quoi? T'es exigeant avec moi aujourd'hui, Benoît. Punaise. J'ai un message à faire passer à tout ce monde. Lequel ce serait? Ayez le goût des choses simples. Je pense que quand on a cette chance d'avoir le goût des choses simples, la vie est tout de suite beaucoup plus heureuse et épanouissante. Et c'est ce qui manque un peu à notre monde de plein de consommation, je pense, aujourd'hui. Merci. Merci Anne, c'était un plaisir. Merci. Franchement, c'est toujours un plaisir. Et je pense que ce ne sera pas les derniers échanges qu'on aura, notamment pour le prochain notre live qu'on va faire à 3. Et puis, bonne continuation et puis au plaisir de recommencer ça dans 5 ans pour voir justement parler de tes pièces de théâtre. C'est une folie, hein, c'est une dinguerie. Je trouve que je me suis un peu avancée, mais bon, on verra.